Salut Yacine. Salut Yacine. Salut les amis, salut à tous. Salut, ça va? Alors, comment tu vas? C'est incroyable. C'est incroyable les amis, incroyable parcours là, du Maroc qui termine première de sa poule. C'est tout simplement historique les amis. Première qualification en huitième de finale depuis 86, depuis 36 ans. Le Maroc était le premier pays d'Afrique à aller en huitième de finale. En 86, on réitère l'exploit en terminant une seconde fois première de notre poule, alors qu'il y a le troisième du dernier mondial et le dernier finaliste du dernier mondial. C'est historique, les gars. On finit une phase de poule en étant invaincu, en ayant encaissé un seul et petit but, et ce seul petit but, c'est un CSC. C'est le Maroc est en furie, hein, les amis. Hein. Là, j'ai des retours de pas mal de mes contacts qui sont au Maroc, que ce soit la famille ou même des contacts professionnels. C'est la folie furieuse au Maroc et la nuit va être très très courte. On est très heureux, en tout cas on l'a dit autour de la table, là, cette qualification marocaine, cette première place, le Maroc qui a dominé de la tête et des épaules ce groupe. On va se concentrer un peu sur le match Yacine et cette rencontre face au Canada. Les Marocains qui ont très bien débuté cette rencontre avec un but de Ziyech et un but d'En-Nesyri. Il y a eu ce but contre son camp d'Aguerd juste avant la pause et une deuxième période où ça s'est beaucoup plus rééquilibré. On a vu les Canadiens dans la surface de réparation du Maroc. Comment tu analyses ces 90 minutes côté marocain? 90 minutes qui étaient tout simplement, on va dire, prévisibles. Le Canada n'avait plus rien à perdre et en fait, la posture du Canada dans ce match-là, c'était la posture du Maroc il y a 4 ans contre l'Espagne. Ouais. Le Maroc était déjà éliminé après une défaite contre l'Iran à la dernière minute et une défaite contre le Portugal 1-0. J'étais en plus au stade, hein, les amis, au stade Lusiki. J'avais fait le déplacement. Et après ces deux défaites-là, donc le Maroc était éliminé et a joué de manière totalement débridée contre les Espagnols et avait mené 2 fois au score contre les Espagnols. Et la fin du match était un résultat de 2-2 avec une égalisation espagnole à la toute dernière minute, un petit peu controversée, mais bon, c'est le passé. Et le Canada a abordé ce match comme le Maroc il y a 4 ans contre l'Espagne, de manière débridée, surtout dans cette deuxième période où ils se sont dit, bon, c'est notre dernier match pour la Coupe du Monde. C'est notre premier mondial depuis 1986 et surtout, ça va être une pierre angulaire pour notre Coupe du Monde dans 4 ans. Parce que le Canada sera pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde en 2026 avec les États-Unis et le Mexique. Et donc, en fait, ils ont voulu montrer aux yeux du monde qu'il faudra compter sur cette sélection canadienne pour ce prochain mondial dans 4 ans, pas comme le futur favori ou le futur outsider, mais comme une nation qui va continuer à apprendre, qui va continuer à vouloir tout simplement démocratiser le soccer, comme ils le disent chez eux, dans un pays où le football est loin d'être roi. Et franchement, je tiens à saluer cette sélection canadienne qui a beaucoup de talent. Ils ont peut-être un sélectionneur qui aurait dû bien rester dans le football féminin parce que ses sorties presse, son coaching, son management et la manière dont il communique avec les médias ne sont pas du tout adaptés à la pression du football masculin. Ouais. Je pense que le Canada ferait vraiment un bon choix de prendre un sélectionneur expérimenté qui a un peu de bouteille et qui amènerait cette très belle génération à de meilleurs résultats dans 4 ans pour leur mondial à eux.
Ouais, effectivement, je partage assez ton analyse sur le potentiel de cette équipe canadienne. On en a parlé, les gars, autour de la table, la jeunesse de l'effectif et les perspectives d'avenir qui peuvent être intéressantes. Je ne savais pas pour le sélectionneur qui a l'air assez folklorique, d'après ce que nous dit Yacine. Pour parler du Maroc, Yacine, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont plu dans cette rencontre? Moi, j'ai bien aimé la première mi-temps d'Hakim Ziyech. Après, c'est vrai qu'il a un peu baissé en termes d'intensité et en termes de volume de course. Toi, est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui ont fait vraiment le taf cet après-midi? Moi, je mets quand même un gros point, un gros accent sur Sofiane Amrabat, les amis. Ouais, c'est vrai. Sofiane Amrabat, c'est vraiment le travailleur de l'ombre, c'est le taulier, c'est la sentinelle devant la défense, et c'est celui, en fait, qui équilibre tout l'effectif. Ça veut dire que maintenant, on peut avoir un Maroc avec Sofiane Amrabat et un Maroc sans Sofiane Amrabat. Et la configuration tactique, l'animation offensive, le jeu déployé sera totalement différent parce qu'il est tout simplement le point d'équilibre et le point d'orgue de cette équipe du Maroc. Et je tiens vraiment à saluer ces 3 gros matchs et sa prestation XXL qu'il a réalisée contre le Canada aujourd'hui, où il a écraté énormément de ballons et a tout simplement réussi des passes clés, les key passes comme on dit en première ligue, qui cassent les lignes et qui permet ensuite aux 3 joueurs offensifs et à l'attaquant de pointe de vraiment exprimer leur talent. Et bien évidemment, comme tu l'as très bien cité également, la sordine Hakim Ziyech, qui a mis une merveille de lob sur l'ouverture du score, qui a eu énormément d'énergie déployée dans le jeu offensif. Il était souvent dans la dernière ou l'avant-dernière passe. Et ensuite, Hakim Ziyech, bien sûr, un petit peu péché physiquement dès lors de jeu, mais faut un peu le comprendre, les amis. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que Hakim Ziyech n'a pas enchaîné 3 matchs en 10-12 jours en étant titulaire à chacun des matchs. Son temps de jeu est famélique à Chelsea. Et là, il change plutôt tout en étant titulaire indiscutable au Maroc. Mais comme je l'ai dit lors de la précédente émission, Nassordine, ça va lui servir énormément comme vitrine pour le mercato d'hiver, ou pourquoi pas faire changer d'avis Graham Potter et l'installer peut-être dans le 11 de départ de Chelsea après le mondial, comme Christian Pulisic, les amis, parce que les 2 meilleurs joueurs de Chelsea dans ce mondial, ce sont 2 joueurs remplaçants à Chelsea, c'est Pulisic et c'est Hakim Ziyech. Exactement, gros match de Pulisic face. Ils ont joué contre qui, les Américains déjà? Face à l'Iran. Ils ont eu très gros match et buteur. Yanis? Ouais, j'ai une question pour toi, Yacine. Après ce très beau parcours là pour l'instant, ces très beaux matchs en phase de poule, les perspectives d'avenir, t'en penses quoi? Par exemple, si tomberait face à l'Allemagne, est-ce que tu penses qu'il y aurait vraiment une carte à jouer ou faudrait y aller avec des pincettes? J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Ironie de l'histoire, les amis, la dernière fois que le Maroc s'est qualifié en 8e de finale, c'était donc en 1986, et en 1986, le Maroc avait affronté l'Allemagne. Anciennement la RFA, cette grande RFA de Lothar Matthäus, où le Maroc a mis énormément de difficultés à cette équipe allemande. Et la RFA avait gagné dans les toutes dernières minutes sur un coup franc contré de Lothar Matthäus. Cette RFA ensuite arrive jusqu'en finale de Coupe du Monde et perd contre la grande Argentine de Maradona. Donc il y aura cet esprit de revanche s'il y a cette Allemagne-Maroc en 8e de finale. Il y aura également, j'ai eu pas mal de messages là, depuis la fin du match d'amis algériens qui m'ont dit vengez-nous de 2014 par rapport également à leur match vraiment très vaillant qu'ils avaient réalisé lors de leur dernière Coupe du Monde en 2014 contre en plus l'Allemagne qui termine championne du monde. Donc je pense que cette Allemagne est quand même prenable, les amis. C'est l'Allemagne et surtout les amis, il commence à avoir un creux générationnel au sein de cette équipe.
Mais moi, je redoute quand même l'Allemagne parce qu'il y a l'Allemagne en phase de groupe et puis il y a l'Allemagne en phase à élimination directe. Ouais. Et l'Allemagne en phase à élimination directe, même si c'est une Allemagne est faible, même si c'est une Allemagne moins talentueuse que les années précédentes, ça reste quand même l'Allemagne. Donc ça va être un match très intéressant le 6 décembre, mardi prochain, s'il y a ce Maroc-Allemagne. Et attention les amis, parce que le Costa Rica en ce moment et le Japon vont jouer jusqu'au bout pour essayer de gratter cette place en huitième de finale. Et en tant que supporter marocain, je ne vais pas vous mentir que je préfère quand même avoir le Japon ou le Costa Rica que l'Allemagne. Ça peut se comprendre. À voir, mais attention les amis à cette Coupe du Monde. Hein. Elle est très très surprenante en termes de résultats, elle est très surprenante en termes de dynamique. C'est une Coupe du Monde qui arrive en plein milieu de saison. C'est une autre manière de management. C'est une autre manière également pour les sélectionneurs d'aborder cette compétition. Et on le voit avec ces résultats plus que surprenants depuis le début du mondial. Exactement. Exactement. Ouais, j'ai une question pour toi, Yacine. Par rapport aux choses qui a amélioré pour le Maroc, ce serait quel secteur selon toi? C'est vrai qu'il y a une très belle défense où il y a très peu de buts encaissés, avec quand même des défenseurs confirmés comme Romain Saïs, après les deux latéraux et Mazraoui et Hakimi qui sont quand même et Naïef Aguerd, absolument. Aguerd, après Aguerd a un peu moins le temps de jeu à West Ham. Offensivement, ce serait peut-être le secteur offensif selon toi le point un peu plus, enfin le point faible du Maroc? Ou le milieu de terrain, ce serait quel secteur selon toi? Je dirais le milieu de terrain, parce que hormis la responsable Sofiane Amrabat, le Maroc joue en 4-1-4-1, ou les plus traditionnels diraient un 4-3-3, avec donc cette défense à 4, Amrabat devant la défense, en sentinelle, et puis ensuite 2 numéros 8. Et je trouve que le point faible du Maroc depuis le début de cette compétition, ce sont ces 2 relayeurs, ce sont ces 2 numéros 8. Que sont Asdin Ounahi de Angers et Selim Amala du Standard de Liège. Malheureusement, je trouve que ça manque d'impact, je trouve que ça manque également de qualité technique et ça manque surtout de rythme. Parce que certes, Asdin Ounahi est titulaire à Angers, mais Selim Amala sort d'une longue blessure. Au Standard de Liège, il a eu un temps de jeu plus que famélique. Il n'a même pas joué l'équivalent d'un match entier depuis le début de la saison. Ouais. Sabiri. Donc, je trouve cruellement qu'il manque de rythme. Mais moi, je serais. Et t'en penses quoi de Sabiri, Yacine? Lors de ces huitièmes de finale, Walid Regragui titularise Abdelhamid Sabiri, le premier buteur contre l'Espagne, qui peut jouer à ce poste de relayeur. Et il a prouvé à la Sampdoria cette saison que c'était un milieu très intéressant. Il a montré également avec le Maroc qu'il était tout simplement un milieu plus qu'intéressant parce que il a joué lors des 2 seuls matchs de préparation de Walid Regragui. Il avait marqué. Là, il a remarqué encore contre la Belgique il y a quelques jours. En dehors des buts qu'il marque, c'est un joueur très fin techniquement et physiquement parlant, il a plus de bagages, plus de muscles, plus de capacité à répéter les efforts qu'un Asdin Ounahi ou Salim Amala. Donc moi, je serais pour la titularisation de Sabiri à la place d'un des 2 joueurs et moi, je serais pour que Sabiri soit à la place de Asdin Ounahi. Ouais. Donc voilà, mais autrement au niveau du trio offensif, je pense qu'il ne changera pas. Hakim Ziyech sera sur le côté droit, Boufal sera sur le côté gauche et Ennethiri qui devient le meilleur buteur de l'histoire du football marocain en Coupe du Monde avec son but inscrit aujourd'hui et le but déjà qu'il avait inscrit également contre l'Espagne en 2018. Et il égalise le record de Salaheddine Bassir, le grand attaquant qui était passé par Lille aussi et Deportivo La Corogne à la fin des années 90. Donc Ennethiri sera le titulaire indiscutable en point, surtout que la rentrée d'Amdallah aujourd'hui contre le Canada était très en dessous des performances qu'il peut réaliser. Merci. Ah non, Amdallah, il est rentré. J'avais l'impression qu'il avait 150 kilos sur le dos. Il avançait pas. Enfin, je sais pas, Yacine. C'est le tagine, Natordine. C'est le tagine. Ah ouais, il a mangé un sacré tagine avant le match et il était en difficulté.
Non mais c'était incroyable. Il a croqué des ballons de contre où le Maroc aurait pu gagner 3-1 en fin de match. Alors bon, sans conséquence bien évidemment, mais ouais, Hamdallah, moi j'ai pas du tout kiffé sa rentrée. Et content pour En-Nesyri qui ouvre enfin son compteur dans ce mondial, et ça va faire du bien d'avoir un En-Nesyri en grande forme. Et sur Ounahi, je pense que notre ami Ismaël El Azali, je crois il est d'accord avec toi, parce que je sais pas, Yacine, si tu as des conversations avec Isma sur Ounahi, mais il ne l'aime pas trop, notre ami Ounahi. C'est un bon joueur, mais je trouve que voilà, là, c'est le niveau international, on est en 8e de finale de Coupe du Monde, et je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour jouer ce genre de match. Je peux me faire mentir, hein, et je serais le plus heureux du monde s'il me fait mentir. Mais sur voilà, les derniers matchs qu'il avait assistés au sein de la sélection nationale, il est vraiment en deçà de. Ouais. Steven a une dernière question pour toi. Oui, Yacine, du coup, mais j'en parlais un petit peu en antenne tout à l'heure, mais là c'est plus une question globale sur plutôt la politique sportive africaine qui concerne le Maroc. Ce que je disais en fait en antenne, c'est que cette année c'est la première fois enfin que les sélections en tout cas qui sont engagées africaines, en tout cas ont des sélectionneurs locaux. Et que avant ces dernières journées, les 5 sélections en tout cas avaient de grandes chances d'arriver en 8e de finale. Donc là, la Tunisie est éliminée, mais le Sénégal et le Maroc sont qualifiés. Est-ce que pour toi justement, donc le Maroc là qui a un sélectionneur du coup local, est-ce que pour toi justement, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que du coup c'est aussi on commence maintenant à reconnaître aussi que localement, on a des talents en tant que coach et qui peuvent du coup avoir justement cette carrure, c'est pour amener ces équipes africaines. Voilà, c'était un peu ton point de vue là-dessus. Bien sûr, mais je te remercie parce que c'est une très 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 bonne question, et c'est surtout la thématique très très importante que j'aborde depuis plusieurs années. Je l'ai abordée à 2 reprises avec Romain Molina sur les vidéos YouTube, sur le développement du football marocain et le développement du football africain. Aujourd'hui, il y a eu le grand journal français La Croix qui m'a interviewé il y a quelques jours, mais le papier est sorti aujourd'hui sur l'essor du football marocain et l'essor également de cette personnalité donc de Walid Regragui. Il y a également Sans Foot qui m'a contacté il y a quelques jours pour un papier sur Walid Regragui et sur sa carrière. Mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que Walid Regragui, en fait, c'est l'incarnation de la réussite à la marocaine. C'est un enfant issu de l'immigration, il est né en région parisienne. Il a su prendre le risque de commencer sa carrière d'entraîneur au Maroc. Il a commencé à prendre sa carrière d'entraîneur et passer ses diplômes au Maroc, alors que lui, à la double nationalité, il est franco-marocain. Il a commencé sa carrière en 2014, sa carrière d'entraîneur, après avoir été un très bon joueur et même finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2004 avec le Maroc contre la Tunisie. C'est un joueur qui a fait pas mal de saisons également en Liga au Racing Santander. Et pour passer ses diplômes, il va au FUS de Rabat, les amis. FUS de Rabat, c'est pas un grand club au Maroc. Les grands clubs au Maroc sont les 2 grands clubs de Casablanca, l'Oudède et le Raja. Et l'autre grand club de Rabat, qui est le phare de Rabat, les Forces armées royales, qui était le club préféré de l'ancien roi, le père de l'actuel roi Mohamed VI, Hassan II. Et on allant s'aventurer dans un petit club avec de petits moyens, avec un petit budget, lui a réussi à gagner un titre de champion avec le FUS de Rabat dès sa première saison. Okay. Ça a tout simplement marqué les Marocains. Et depuis cette première saison, donc 2014-2015, où il gagne ce titre, il a créé tout simplement une Regragui-mania au sein de la population marocaine, parce que en fait, il met de côté toutes les crispations identitaires qu'il y a entre la diaspora marocaine née à l'étranger et les jeunes Marocains nés donc au Maroc. Il y avait de la jalousie, il y avait beaucoup de tensions entre ces 2 communautés. Et lui, tout simplement, a fait le lien, a fait le pont en disant qu'on peut être Marocain né en France, né en Belgique, né en Hollande, né en Europe, et venir au Maroc et donner au Maroc ce savoir qu'il a appris durant toute sa carrière de joueur en Europe,
et le donner au football marocain pour que ce football marocain progresse, pour que le football marocain se développe. Il a réussi à le faire et c'est totalement historique. Et moi, je mettrais vraiment aussi en avant, les amis, pour pas faire plus long, pour pas vous déranger, mais Walid Regragui, quand même, les amis, là, se qualifie en 8e de finale de Coupe du Monde dans une poule plus que relevée avec 2 matchs de préparation. C'est incroyable. 2 matchs de préparation. Il a Ouais. été nommé en sélectionneur du Maroc à la dernière semaine du mois d'août. Ouais. Il a eu 2 matchs au mois de septembre en Espagne, un match contre le Paraguay et un match contre le Chili. Il n'a jamais encore été sélectionneur du Maroc sur le territoire marocain. C'est Ça, fou. les amis, c'est fou. quand même historique. Ah, c'est C'est clair. jamais un sélectionneur sur les 16 équipes qui vont être qualifiées en 8e de finale. Il n'y a aucun sélectionneur qui ait eu à ce succès aussi rapide et aussi marquant. Et il faut mettre ça en avant. C'est vraiment une réussite magnifique qui va inspirer beaucoup de jeunes Marocains. Moi, en dehors de mes études, j'ai déjà passé le BMF l'année dernière et j'ai eu ce BMF. Ah, de peut-être niveau Yacine, 1, coach donc, du Maroc dans 10 ans. Pour entraîner jusqu'au niveau régional, jusqu'en R1 en France. Ouais. Et ben, les amis, moi, il me donne envie de continuer ce rêve-là parce que c'est tout simplement inspirant. Son parcours est inspirant et il crée énormément d'unité au Maroc après beaucoup de mois difficiles, la période Covid, la hausse du niveau de vie au Maroc, la cherté des éléments de première nécessité. Et ça va créer vraiment une grosse bulle d'air là pendant encore plusieurs jours. Et c'est magnifique, les amis. Vraiment, c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre. Et bravo à Walid Regragui, bravo aux joueurs, bravo au peuple marocain. Et du coup, Yacine, l'aventure continue et on te retrouvera donc mardi pour débriefer le 8e de finale, à venir pour les Marocains. On te souhaite une excellente soirée, Yacine. Salut à toi. Merci Yacine. Beaucoup, les Merci, amis. Yacine, pour ton- Merci beaucoup, les amis. Bonne soirée à vous. À bientôt. Merci, salut. ciao Yacine.